Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Entre le Massif central et la Méditerranée, partons aujourd'hui à la découverte des Cévennes. Une chaîne montagneuse, également parc national, qui présente une incroyable diversité de paysages. Des gorges sculptées dans le calcaire aux plateaux arides de la Lozère, des petits villages aux accents méridionaux du Gard, en passant par le majestueux mont Égual et ses forêts denses. Ce territoire, tantôt âpre, tantôt bourré de charme, séduira aussi bien les amoureux des grands espaces que les amateurs de petites cités de caractère. Terre d'accueil et de liberté, de tout temps les Cévennes ont attiré les âmes en quête d'authenticité, à l'image de nos hôtes du jour. Ça y est, on l'a fait, Slas d'Anduze. Bravo! Des personnalités accueillantes, chaleureuses et spontanées, qui vont à coup sûr vous donner envie d'aimer cette région qui ne demande qu'à être apprivoisée. Trop fort. Et pour la première étape de notre escapade, mettons le cap au nord-ouest du parc, en Lozère. C'est Philippe Chambon, un Cévenol pure souche, incollable sur sa région et grand passionné d'histoire qui sera notre guide. Il nous fera découvrir sa patrie de cœur, les Cévennes lozériennes. Point de départ de cette visite, les gorges du Tarn. Pour les découvrir, Philippe a rendez-vous sur les rives du village de la Malène avec un jeune batelier prénommé Damien. Et bonjour. Ça va? Ça va? Ouais. Bon, on fait Impeccable. un petit tour de barque sur la plus bien, belle allez. partie des gorges. Allez. Hein? Ouais. Damien est l'un des 12 bateliers de la Malène, les héritiers d'une longue tradition de navigation dans les gorges. Pour faire le décor qu'on a autour de nous, il a fallu 170 millions d'années. On n'est pas grand-chose à l'échelle des gorges du Tarn. Cette faille gigantesque atteint par endroits jusqu'à 500 mètres de profondeur. Grâce ou à cause de cette géographie tourmentée, la barque est devenue au fil du temps le principal moyen de déplacement dans le canyon. Alors là, on est un peu dans la quintessence de la nature. C'est l'endroit donc le plus sauvage, les détroits. Et en fait, depuis les premières barques qui datent de 1875, ça n'a pas vraiment changé. Mais c'est vrai que c'était autrefois le moyen de déplacement ici dans les gorges le plus commode parce que pour aller... Exactement, d'une rive à l'autre, c'était la chose. Et puis bien étudié, fin, pour justement bien fendre l'eau. Et oui, on voit des photos anciennes où il y a des barques avec 3 ou 4 chèvres dessus. C'est ça. Ouais, c'est assez... Unique moyen de communication sur le territoire jusqu'en 1905, date de la construction de la première route, ces gorges étaient quotidiennement utilisées pour transporter les hommes, les marchandises et les animaux. Dans le sens du courant, les déplacements se faisaient uniquement à la perche ou à la latte, comme on l'appelle ici, tandis que le retour s'effectuait tracté par des chevaux. Toi, tu es devenu batelier, mais c'est un peu une tradition familiale, non? Oui, c'est ça, oui. Mon grand-père était batelier. Après, justement, c'est lui qui m'avait un peu donné, un petit peu jeune, la vocation et l'amour, justement, de la région.
Et le fait d'avoir cette vocation de faire batelier, ça vient essentiellement de lui. Bon, ma grand-mère, de toute façon, elle a participé à la batellerie aussi, hein, Oui. pas comme mon grand-père. Elle était en charge de descendre le cheval, qui à l'époque remontait en traînant une dizaine de barques derrière lui. Et oui, comme Et elle remontait à vélo. Ah, voilà. C'était une époque rude. Et là, on approche du village de la Croze. Le village de la Croze, un somptueux petit hameau niché dans un écrin de verdure. L'un des 3 derniers villages des gorges du Tarn, situé rive gauche, uniquement accessible par barque. Un village qui a accueilli au début des années 50 une petite américaine, à l'époque inconnue du grand public. Dans ce village, Jackie Kennedy avait été jeune fille au père. Voilà. À l'époque, elle s'appelait encore Aubouvier. Mais l'histoire ne dit pas si Jackie a partagé ses souvenirs des gorges du Tarn avec son célèbre mari. Pour Philippe et Damien, la balade en barque touche à sa fin. Mais avant de se séparer, Philippe, plus habitué aux visites sur la terre ferme, tient à montrer au jeune batelier une autre curiosité de ces gorges. C'est au cœur du très joli village de Saint-Chély-du-Tarn que les 2 hommes se rendent. Ouais, ben là, on va arriver à l'endroit que je voulais vraiment te montrer. La petite chapelle Notre-Dame de Sénaré. Impossible pour Philippe de quitter Damien sans à son tour lui faire découvrir son endroit préféré des gorges. Et pour cause. Dissimulée au fond du village, comme à l'abri des regards, sous un immense rocher, cette petite chapelle romane est un véritable joyau semi-troglodytique. Voilà, donc Notre-Dame de Sénaré, petite chapelle alors d'époques très diverses. Le noyau, disons, de base, c'est vraisemblablement 11e siècle, et puis avec des ajouts successifs. Et entre autres, le porche, on voit très nettement la reprise de la maçonnerie, là, tu vois, au-dessus de la porte. Et il y a encore les 2 fenêtres d'origine qui ont été murées, les 2 simples meurtrières, tout à fait en haut sur le haut de la façade. Et donc, c'est un édifice qui est assez intéressant et qui est exceptionnel. Mais pourquoi là? Ah, alors, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que cette chapelle a été construite pour christianiser un lieu de culte païen, puisque derrière la chapelle, il y a une résurgence, c'est un petit lac souterrain. Ah, c'est ce qu'on entend. Si on écoute, on entend la cascade derrière. Cette chapelle serait construite sur un mystérieux lac souterrain, lequel alimenterait la source de Sénaré. Ouais, ben, si tu veux, on peut donner un petit coup d'œil à l'intérieur. Elle est toute simple, cette chapelle, mais elle est mignonne. Tu vois, avant d'entrer, il y a le seignadou, le bénitier, où on pouvait faire le signe de croix avant d'entrer dans la chapelle. À l'intérieur règne une profonde sérénité. On peut y découvrir des arcades murées, derrière lesquelles s'écoulerait la fameuse source d'eau cachée, et un chœur construit au tout début du XIe siècle. Et donc on sait qui a construit la première partie? Alors ce sont vraisemblablement les moines du monastère de Saint-Édémie qui possédaient toute la région. Et voyant qu'il y avait une dévotion à la source ici, ils ont voulu d'une part christianiser la dévotion et aussi sans doute récupérer les dons qui étaient faits à ce sanctuaire. Et donc par la suite, un pèlerinage s'est instauré puisque jusqu'au début du XXe siècle, il y avait un pèlerinage ici le jeudi de l'Ascension. Après Saint-Chély-du-Tarn et sa mystérieuse résurgence, voici un autre endroit dans ce coin des Cévennes où l'eau a la part belle. C'est Florac, la capitale du parc. Avec sa source du pêcher et sa cascade en plein cœur de la ville, on la surnomme souvent la petite Venise lozérienne. Philippe s'y rend aujourd'hui pour y rencontrer un amoureux des lieux venu d'Angleterre. Bonjour. Bonjour, Philippe. Roger, on a le beau temps c'est pour super, la visite de la ville. ouais. Il y a 6 ans, je me suis installé ici un peu pour la ville de Florac, que je connaissais un petit peu, mais aussi j'ai un peu suivi les traces de Robert Louis Stevenson, l'auteur du 19e siècle. Stevenson, pour tous les grands enfants, c'est avant tout l'auteur du roman d'aventure L'île au trésor. Mais ici, dans la région, tout le monde le connaît pour son voyage avec un âne dans les Cévennes, le récit de sa traversée de la région.
un livre paru en 1879 qui s'est vendu dans le monde entier. Je ne vais pas te faire découvrir Florac, tu connais mieux que moi, mais on va peut-être voir là où Stevenson est passé. Je peux te raconter quelques anecdotes sur lui. Si on passe par l'église en montant, puis on descend dans la vieille ville, ça te va? Très bien, on y va. Tout comme Roger et Philippe aujourd'hui, on sait que l'écrivain a arpenté les jolies ruelles de Florac en compagnie de son ânesse, Modestine, et qu'il y a certainement fait de très belles découvertes, à l'image de cet ancien couvent construit au XVIe siècle. Voilà, fameux portail, hein, avec l'inscription un peu difficile à déchiffrer en latin médiéval. Alors en réunissant à peu près tout ce qui me reste de connaissances, je pourrais dire que multa renecentur quae iam decidere. Parmi tous ceux qui gisaient, beaucoup ressusciteront. Oh, trop fort. Tu sais, quand Stevenson est venu ici, il s'intéressait beaucoup à la guerre des Camisards, le conflit entre les protestants et les catholiques. Et en fait, ici, ce bâtiment, ça a été utilisé par le roi. Il a envoyé les frères capucins ici pour établir une mission pour reconvertir la population protestante. En effet, Florac, qui au XVIe siècle comptait 1200 protestants pour 200 catholiques, n'a pas échappé aux guerres de religion qui ont particulièrement marqué les Cévenols. À l'emplacement de l'église actuelle, leur temple a même été par 2 fois détruit. Un sujet que Stevenson n'a pas manqué de développer dans son livre. On arrive à la fameuse esplanade avec ses platanes, son aspect méridional qui a un peu impressionné Monsieur Stevenson quand il est arrivé ici. Et en fait, c'est ici, dans cette auberge, que Stevenson a logé quand il est passé à Florac il y a 139 ans. Et il a parlé avec les gens dans les cafés, il a écrit un petit peu dans son journal. C'est quand même émouvant de savoir qu'il a dormi là. Oui, c'est une étape qui est préservée dans l'histoire Dans par ce qu'il avait écrit. Voilà Philippe, on arrive à la fin de notre petite balade, à côté de la source du péché qui traverse le tout Florac, qui fait qu'il y a les nombreux ponts dont Stevenson a écrit, dont le pont de la mairie qu'on voit là. Et c'est par là qu'il est parti avec son ânesse Modestine pour faire son chemin. On pourrait peut-être prendre le même chemin. Eh bien, suivons-le, allons-y. C'est donc sur ce pont, à la manière de Stevenson, que les 2 hommes ont choisi d'achever leur visite de la ville. Mais Philippe, lui, a décidé de prolonger un peu cette halte à Florac pour aller à la rencontre d'artisans tailleurs confectionneurs installés ici depuis plus d'1 siècle. Messieurs, Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Et bonjour. Bienvenue à l'atelier Tuffery. L'atelier Tuffery, le plus vieux fabricant de jeans 100% made in France. 120 ans de tradition et de savoir-faire pour cette maison familiale qui n'a pas pris une ride, comme le prouve Julien, le petit dernier des Tuffery, actuellement aux commandes de l'entreprise. Alors tout commence dans les années 1890 avec Célestin Tuffery, qui est finalement mon arrière-grand-père. Célestin Tuffery, c'est le tailleur-confectionneur du village. Et donc rapidement, il se spécialise, il a ce besoin pour répondre à une demande du vêtement de travail. Et là, ça tombe bien, à Nîmes, à quelques encablures d'ici, on tisse une toile, la fameuse toile de Nîmes. C'est cette origine nîmoise qui donna plus tard par contraction le de Nîmes, en un mot. Du coup, on peut dire que les Cévennes, c'est la patrie du jean, quoi. Eh bien, exactement. Et oui, finalement, même si le terme jeans a été inventé et popularisé par les Américains, sans le savoir, cette petite fabrique cévenole participait déjà, à la fin du 19e siècle, à l'une des plus grandes révolutions qu'allait connaître le monde de la mode. Donc là, tu vois, papa, il est en train de marquer à la craie minérale sur le jean ce qui a été un de nos patrons. Pourquoi une craie minérale? Parce que c'est une craie qui n'est pas grasse. Et c'est pour ça que ça ne va jamais salir le tissu. On le trace le plus finement possible. Et en fait, tout ce travail en amont de pièces en carton, c'est là où il y a tout le secret, les secrets de famille et surtout les secrets du savoir-faire de l'atelier Tuffery.
Ici, tu retrouves tous les outils historiques de l'arrière-grand-père. Donc voilà, des ciseaux très lourds, le vrai ciseau du tailleur. C'est pour ça qu'il y a le talon en fait. Un ciseau tailleur ne va jamais se porter, il va toujours se talonner. Tu vois, pour suivre comme ça. Voilà, ben, au lieu de parler, fais-lui un peu un test, qu'il teste les ciseaux et qu'il nous fasse un peu une coupe. Ah ben, eh bien écoute Philippe, tu vas t'y coller. Combien il pèse ce ciseau? Et je sais pas, on l'a jamais trop pesé, mais... Un kilo et passe, hein, non? Et alors, il faut faire attention parce qu'il y a des doigts qui sont passés Oui, au là, milieu de ce ciseau. Il y en a un à côté de toi qui manque un... Un petit bout. Ah, voilà, ouais. Donc, Voilà, donc tu ne seras pas le premier si jamais... C'est la marque de fabrique. de fabrique, voilà. Doigt coupé. Mais écoute, c'est pas mal, hein, ça commence à rentrer. Ça compte. Donc là, tu vas partir sur couper toute la jambe. Mais est-ce que tu sais, tu te repères à peu près, est-ce que tu sais quelle est la jambe? Donc tu vois qu'il y a deux jambes. Quelle Ouais. est la jambe avant, quelle est la jambe arrière selon toi? Alors, jambe arrière, je pense. Exactement. Les jambes avant. de l'autre C'est ça, exactement. L'avant du pantalon, la braguette, le passe-poil, l'emplacement de la petite poche, les deux rivets. Et d'ailleurs, Philippe, tu sais comment elle s'appelle, cette petite poche? Et je crois que c'est le gousset, non? Exactement, c'est la poche gousset. Et en fait, cette petite poche gousset s'arrêtera toujours plus haut que le fond de poche. Et le fond de poche, c'est là où il y avait tous les outils, les boulons. Et pour pas que la montre s'entrechoque, elle était dans son petit emplacement. La poche, Un peu profonde. exactement, la poche gousset. D'ailleurs, à quelques encablures de Florac, il est un endroit où les heures semblent s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Pour achever cette étape dans les Cévennes lozériennes, ne manquez pas d'aller admirer les plaines du Causse-Méjean. Des plateaux calcaires à perte de vue qui offrent un décor quasi lunaire. Et avec moins de 2 habitants au kilomètre carré, cet étrange coin de France est aussi le moins peuplé du pays. Et si vous aimez la randonnée, rien de tel qu'une balade dans le chaos de Nîmes-le-Vieux. Un site époustouflant à 1100 mètres d'altitude. Un décor qui semble constitué de ruines, mais qui, fruit de l'érosion, est en réalité formé d'une multitude de roches. Une excentricité de Dame Nature au beau milieu des plateaux cosnards. Après les paysages sauvages de la Lozère, continuons notre escapade dans les Cévennes en allant découvrir l'autre versant du parc. Nous voilà maintenant au sud-est, dans le département du Gard. Florence a grandi dans la région et ne l'a jamais quittée. Au-delà de ses fonctions à l'Office du tourisme d'Alès, cette mère de famille est très attachée à cette partie méridionale des Cévennes. Avec elle, nous allons donc parcourir les Cévennes gardoises. Première étape, Anduze, la porte des Cévennes comme on l'appelle. Une ville médiévale accrochée aux rives du Gardon et surplombée par les falaises du rocher Saint-Julien. Une ville principalement connue et réputée dans le monde entier pour sa production de vases, le fameux vase d'Anduze. Bonjour Yannick. Bonjour Florence, comment vas-tu? Bien, merci. Bienvenue au Chêne Vert. Mais merci de nous accueillir pour cette découverte du vase d'Anduze. Fleuron des jardins méridionaux du XVIIIe siècle, ce vase imposant et coloré continue d'orner domaines et parcs du monde entier. Yannick est l'un des 8 potiers que compte encore la ville. Dis-moi Yannick, ce vase d'Anduze, est-ce qu'il est vraiment d'Anduze? Parce qu'on Alors, dit le souvent vase- que c'est inspiré de vase Médicis, c'est le cas? Oui, c'est le cas, effectivement. La légende veut qu'un potier ait vu un vase dit de Médicis à l'occasion d'une foire et qu'il s'en soit inspiré pour fabriquer son vase ici à Anduze. On dit même qu'au temps du roi Soleil, le vase avait été choisi pour orner les allées des jardins de Versailles. Pourtant, les carnets de commandes de la maison du roi n'en font pas état. Alors légende ou réalité? Quoi qu'il en soit, ce vase s'est taillé avec le temps une belle réputation. Au Chêne Vert, il y a une technique que j'affectionne particulièrement, c'est la technique de la fabrication à la corde. Le tournage à la corde, une technique de poterie qui pourrait remonter à la préhistoire et qui consiste à tapisser de glaise une corde enroulée sur une structure de bois. Et alors l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de faire des pièces quand même assez gigantesques d'un seul tenant. Alors
tu vois, on découpe les palettes de terre. Tu l'appliques directement sur le vase, de bas en haut. Et après, on fait tourner. On voit bien le surplus de terre qui se dégage au fur et à mesure qu'on vient appliquer. Si tu veux essayer, Je vais essayer, mais je vois que le geste est énergique. Il va falloir donner de la force. faut pas hésiter. Ouais. Faut chasser l'air, je suppose. Voilà, parce que les bulles d'air, c'est vraiment catastrophique dans un four. Donc là, pour faire un vase de 1,10 m de haut, il faut compter en gros quelqu'un qui a l'habitude 2 heures. Donc 2 heures de conception 2 heures de du façonnage. pot, de façonnage. Et après, 1 heure de décoration. D'accord. Pour la décoration, Yannick montre à Florence la technique de l'estampage. Elle consiste à garnir un moule de glaise pour que la matière épouse la forme du décor final. Tape dessus, n'hésite pas. Et racler, encore une fois, le surplus de terre, si tu veux y aller. Voilà. Pour le vase d'Anduze, cette étape est primordiale. La guirlande obtenue est un modèle propre à chaque artisan, le certificat d'authenticité du vase en quelque sorte. Ici, au chêne vert, les motifs rappellent l'emblème de la famille Gauthier, la plus ancienne dynastie de potiers des Cévennes. Et la touche finale, le macaron siglé de la maison. Bon ben voilà Florence, ça y est, on l'a fait ce vase d'Anduze. Il est trop beau ce vase d'Anduze. Bravo. Encore un qui vient rejoindre un jardin quelque part dans le monde. Et il y aura un petit peu de nous quelque part. Exactement. Pour l'heure, continuons plutôt à profiter de la région. Autour d'Anduze, dans cette partie gardoise des Cévennes, vous pourrez trouver une multitude de petits villages perchés aux allures méridionales, comme Vézénobre, le préféré de Florence. C'est Chantal, une habitante très impliquée dans la vie de ce petit bourg, qui lui a donné rendez-vous au cœur du vieux village. Et nous voici devant ces belles maisons romanes qui sont vraiment exceptionnelles. C'est très rare de trouver sur une architecture civile ce genre de sculpture, ces petits cubes posés sur la pointe avec une très belle corniche. C'est élégant. Et on pense que c'était des marchands italiens qui avaient établi un comptoir ici, avaient amené avec eux leurs sculpteurs, qui travaillaient aussi sur les chapelles romanes. Vézénobre, comme de nombreux villages cévenols, était situé sur le chemin de Régordane, très emprunté au Moyen-Âge, reliant le littoral méditerranéen au nord du Massif central. Ce qui a fait de lui, à une époque, une étape incontournable pour les marchands et les croyants venus de toute l'Europe. Et nous voici devant la filature Lacombe, un autre élément très caractéristique des Cévennes, de l'activité de l'époque, 19e siècle. Si au Moyen-Âge, Vézénobre a connu un véritable essor démographique et économique, plusieurs siècles plus tard, c'est grâce à la sériciculture, autrement dit l'élevage des vers à soie, qu'il va prospérer. Au premier étage, il y avait toutes les bassines, une trentaine de femmes travaillaient là. Et tout en haut, ce qu'on appelait les coconnières, c'est-à-dire l'endroit où étaient stockés les cocons. Mais c'est vrai que c'est très important dans l'histoire des Cévennes, Mais oui, Chantal, la mais bien sûr, sériciculture. mais oui, bien sûr. Important, le mot est faible. Pendant près d'un siècle, les bas de soie cévenols ont gainé les nobles mollets de toute l'Europe. Principale industrie jusqu'à la dernière guerre mondiale, cet âge d'or de la soie a non seulement marqué les esprits, mais aussi l'architecture de la région, puisqu'on retrouve encore de nombreuses filatures disséminées dans les paysages. D'ailleurs, pour profiter du panorama gardois, rien de tel que le train à vapeur des Cévennes. Un voyage unique comme une remontée dans le temps entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, en plein cœur de la vallée du Gardon. L'occasion même d'apercevoir par endroits la star des Cévennes, la châtaigne bien sûr, produit indissociable de la cuisine locale. Florence retrouve Michel Marvy, le cévenol, restaurateur, pour découvrir son délice cévenol. Mais avant d'entamer les préparations, une petite précision s'impose. Je vois un bocal de marron,
Et un pot de confiture de châtaigne. Alors, Pourquoi des châtaignes et des marrons? Voilà, on va expliquer un petit peu. La châtaigne, c'est le fruit qui est comestible. La châtaigne, on retrouve ce fruit-là dans des bogues, qui sont les bogues avec plein de pics, plein de piquants, mais énormément. D'accord? Alors que le marron, on retrouve ça plutôt dans les villes, c'est le marron d'Inde, en fait, qui n'est pas comestible. En résumé, la châtaigne et le marron que l'on mange viennent tous les deux du même arbre, le châtaignier, alors que le fruit du marronnier, aussi appelé marron, lui, n'est pas comestible. Bon, Michael, vous avez fait le bon choix sur les marrons ou les châtaignes? Pour ce dessert, Michael, le pâtissier de la maison, confectionne une chantilly aux saveurs locales avec de la crème, du mascarpone et de la crème de marron. Et ce mélange de crème et de mascarpone, c'est pourquoi? Pour la consistance, pour le goût? Oui, c'est pour que ce soit plus onctueux. Plus onctueux? Ouais. Donc ça va être encore plus gourmand. C'est ça. Et pendant que la chantilly au marron prend forme, Michael récupère sa préparation de moelleux à la châtaigne qu'il a confectionné quelques heures plus tôt. Alors Florence, je te propose maintenant qu'on passe à la réalisation de l'assiette et je te propose de réaliser en parallèle ton assiette. Je vais jouer aux apprentis alors avec vous, Michael. Allez, on y va. Le moelleux a refroidi, il a été détaillé, petit rectangle. On l'immerge complètement afin qu'il s'imbibe du sirop. C'est du sirop de sucre? C'est le sirop de châtaigne. De châtaigne, qui a servi à confire les, oui, voilà, les c'est le même. châtaignes. D'accord. Donc là, on vient mettre un peu de craquelin dessus. Donc le craquelin, c'est des noisettes torréfiées, caramélisées, et ensuite broyées avec de la brioche de châtaigne. Et vous, quand vous étiez enfant, vous les consommiez comment? Justement grillés? Grillés, oui, comme tout le monde. On les consommait aussi bouillis. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Vous, à l'école, on en avait dans notre petit cartable. Et comme ça, on pouvait en manger à la récré. Ensuite, on reprend la crème fouettée mascarpone, crème de marron. On vient déposer 2 points de chaque côté. Mettez un petit à coup pour qu'elle reste. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, on peut la laisser. En général, on dit quand c'est posé, il ne faut pas y revenir dessus. Ah. C'est pas. Mettez une petite impulsion. Pas trop fort. Eh ben, c'était trop. Comme quoi, c'est Bonne vraiment... impulsion, mais... c'est tout un métier, tout un art. Et on prend le coup de main. Hein. En suivant méticuleusement les conseils du pâtissier, Florence s'en sort comme un chef. Alors, pour finir, petit marron glacé. Et c'est terminé. Bon ben voilà, Florence, c'est bien réalisé finalement. Merci. Vous avez bien sorti. Il n'y a plus qu'à passer à la dégustation. Ah, c'est la meilleure étape. Il est temps d'aller vérifier si ce délice sévenol est aussi bon que beau. Alors verdict, Florence? Délicieux. Et c'est important, le dessert. Le final dans un restaurant, c'est le dessert. Si le dessert est bon, on se souvient que de bonnes choses. On se rappelle de la touche finale. Voilà. En retrouvant les saveurs de châtaigne qui ont bercé son enfance, Florence semble avoir repris des forces pour la suite de la balade. Ça tombe bien, car nous nous rendons maintenant au sud d'Anduze, dans le village de Sauve. Ici, ce n'est pas le châtaignier, la star, mais le micocoulier. Moins connu, plus curieux, mais tout aussi prolifique, cet arbre ne produit pas de fruits, mais tenez-vous bien, des outils. Des fourches, pour être plus précis. Michael, bonjour. Florence. Enchanté. Et alors, ici à Sauve, les fourches, elles poussent dans les arbres. Sur des souches de micocoulier. D'accord. Pourquoi les micocouliers? Parce que c'est un bois souple, très souple, qu'on peut travailler et qui, une fois cuit, est très dur, très solide. Il faut combien de temps? Avant d'obtenir une fourche, il faut entre 6 et 8 ans. Ah oui, 8 ans. Oui, Donc selon la vigueur de la souche. Donc c'est vraiment l'école de la patience. C'est ça. Vous voyez, quand on a la bonne hauteur pour le manche, on taille au-dessus de 3 bourgeons. La fleur de lys, on appelle ça. Et vous voyez, ça donne 3 fourchons. Les futurs becs des fourches. Donc là, vous voyez des fourches déjà adultes. Oui. L'année prochaine, celle-ci, elle pourra aller à la fabrication. Elle aura la taille adéquate. La culture de la fourche à Sauve remonte au XIIe siècle. Au plus fort de la production, on en fabriquait ici jusqu'à 120 000 par an. Aujourd'hui, on peut venir au conservatoire du village découvrir auprès de Michael une méthode artisanale ancestrale.
Donc vous voyez, c'est l'atelier dans lequel on fabrique les fourches. Donc vous avez, vous voyez, différents types de fourches. Oui. Des grandes qui sont utilisées ou dans les écuries pour les chevaux. Ça peut moins les blesser qu'une fourche en fer. Ensuite, les personnes l'utilisent pour retourner leur compost beaucoup. Beaucoup nous en achètent pour le compost. Et puis vous avez des toutes petites qui elles, sont pour la décoration. On utilise ce qu'on appelle les escalettes, qui permet de donner la courbure à la fourche, au bec. On passe les becs dans l'escalette pour donner cette courbure. Ça donne cette courbure. Parce que c'est un petit escalier? C'est ça, une petite échelle plutôt. Échelle? On va dire ça. Alors le geste est vraiment très précis. C'est ça. C'est un secret qui a été longtemps préservé. À l'époque, les gens qui connaissaient les secrets de fabrication, même au cours de leur déplacement, ou même s'ils déménageaient, avaient interdiction de divulguer le secret. Il fallait que ça reste sur la commune de Sauve. Protégé par un édit royal au XVIe siècle, le secret de fabrication et le monopole de cette fourche sont restés depuis lors propriété des Sauvins. Oui, là, je l'ai fini maintenant. Voilà, elle est prête à être mise Elle est en prête vente. à être utilisée? C'est ça. La fourche de Sauve a encore de beaux jours devant elle. Car dans les Cévennes, l'agriculture et l'élevage sont indispensables à la vitalité du parc national. Mais si la préservation des espaces naturels est un enjeu majeur pour ce territoire, la conservation du patrimoine bâti est aussi une priorité cévenole. Pour clore cette étape gardoise, Florence se rend au château de Portes, au nord-est du parc. Un château fièrement dressé sur son col. Repère stratégique au Moyen-Âge, il surveillait la fameuse voie Régordane, passage obligé des pèlerins en route pour la Terre Sainte. Bonjour. Bonjour Florence. Merci de nous accueillir dans ce château. Alors, on l'appelle le vaisseau des Cévennes. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, effectivement, c'est le surnom du château de Portes, c'est le vaisseau en Cévennes, par rapport à ce qu'on appelle l'étrave de navire, qui est un fantasme d'architecte. Ça retrace la forme de l'avant d'un navire et ça a demandé un énorme travail de taille de pierre, d'architecture, de mise en scène de toute cette partie du bâtiment. Unique en Europe, cet éperon exceptionnel à 49 degrés est la signature du château de Portes. Construit par les seigneurs d'Anduze au Moyen-Âge, il fut habité jusqu'au début du XXe siècle. Ah, c'est impressionnant, cette pièce et ces peintures. Je vois qu'il y a un blason au centre. Alors, tout à fait. Là, nous sommes dans l'appartement du marquis, qui est juste au-dessous de l'appartement de la marquise, puisque ces messieurs, dames, chacun avait son étage. Et vous remarquerez que la marquise avait un étage de plus à monter, mais bon. Donc là, c'est le blason de la famille de Budos, donc la famille la plus célèbre du château de Portes. Et puis, il y a quand même quelque chose de très intéressant derrière nous, une particularité un petit peu insoupçonnée. Ah, dites-nous. Et dans ce coin-là, alors, on va devenir un peu grivois. Oh. Il le faut, hein, puisqu'à l'époque, on était quand même très, très porté dans ce domaine. En fait, c'est une porte secrète qui permettait peut-être au marquis de laisser filer quelques accortes servantes ou autres qui étaient venus un petit peu voir le marquis dans ses appartements. Oh, quelle vue! Monsieur le marquis ne s'y est pas trompé pour le choix de sa terrasse. La vue est panoramique, Là, c'est on magnifique. a quand même une vue remarquable sur le paysage cévenol. Et donc, le Seigneur avait besoin de voir les Cévennes et de respirer l'air pur des Cévennes. Et pour là, il était très bien placé. Vous voulez une sensation forte? Ah, je veux bien. Alors, allez dans la tour. Ah, mais c'est une échauguette. Voilà, c'est les chauguettes en cul de lampe. Oui. Allez dans la tour et passez la tête par l'ouverture. Ah. Attention à la tête. Hein. Voilà, regardez.
Là, on voit bien l'avancée en forme là, de vous pointe êtes de bateau. sur le devant du Titanic. Comment elle s'appelait l'actrice là qui est... J'ai oublié son nom, mais j'espère que j'aurai un meilleur sort qu'elle. C'était un film. Il va pas sombrer. Il est solide. Solide et majestueux, à l'image des montagnes Cévenols. Pour la dernière étape de notre voyage dans les Cévennes, nous nous rendons au cœur du parc national, au pied du massif de l'Égual. Un décor sauvage et extrêmement bien préservé, terrain de jeu préféré de Jean-Paul Plaza, un sportif amoureux de la nature et guide randonnée. Avec lui, prenons de l'altitude pour parcourir le mont Égual et ses environs. Pour débuter la promenade, Jean-Paul a rendez-vous aux Aurores avec Nicolas Pagès, garde-chasse, lui aussi amoureux de cet extraordinaire patrimoine naturel. On va pas trop traîner, on va aller sur le rocher de l'Aigle. Ça va, ça? Ouais, et les conditions météo sont top. Bon, mais j'espère qu'on va... Normalement, ça devrait être bon, ouais, ça devrait être bon bon. Début de saison. Hein. Allez, on y va. Ensemble, ils entreprennent une expédition pour tenter d'apercevoir un animal très recherché et apprécié dans la région. Le mouflon. Dès leur arrivée, les deux hommes semblent être en veine. Il vient de coucher. À peine installés, ils sont déjà en très bonne compagnie. Allez, sur le rocher, là. Il y en a deux. Il y en a deux sur le rocher. Ah ouais, ça y est, c'est des femelles. Ah, les trois, ils sont groupés, là. Il y en a quatre. Quatre. Il y a 4 beaux mâles. Ouais, 4 beaux mâles, ouais. À peu près 7-8 ans. Ah, ils se mettent bien au soleil pour qu'on les voit. C'est un animal qui a une excellente vue. Hein. Au niveau odorat, au niveau ouïe. Bon, on les quand voit même... qui nous observent, là. Voilà, mais de suite, ils nous ont repérés. Hein. Bon, moi, c'est la première fois ici, quand même, que j'en observe autant d'aussi près, dans d'aussi bonnes conditions. Là. Les 4 mâles semblent avoir repéré la présence humaine et s'éloignent. Mais Nicolas et Jean-Paul n'ont pas dit leur dernier mot. Aujourd'hui, sur le col de la Luzette, toutes les conditions ont l'air réunies pour attirer les fameux mouflons. Il y a pas mal de genêts, tu vois. Et là, actuellement, voilà, les fleurs de genêt. Voilà. Là, le genêt est en fleurs actuellement. Enfin, il commence à être en fleurs. Et c'est une des particularités du mouflon, c'est qu'il mange les fleurs de genêt. Les vieux bergers disaient, alors, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, que la fleur de genêt contenait une substance qui immunisait la brebis des piqûres de vipères. Alors, est-ce que le mouflon l'aurait compris aussi? D'accord. C'est la légende. C'est la légende, ouais. Nicolas connaît un emplacement privilégié pour l'observation. Un endroit qui porte bien son nom, le rocher de l'Aigle. Belle vue sur l'observatoire aujourd'hui. Ah oui, mais il y a plus que l'observatoire. Hein. Il y a plus que l'observatoire. Si tu regardes des bien, conditions d'observation qui tu as le mont Ventoux qui est juste là. Tu vois, tu devines le mont Ventoux. Ouais. Derrière, bon, c'est un peu brumeux, mais on commence à deviner les premiers contreforts des Alpes. Ouais. Et après, bon, le mont Lezard qui est juste devant nous, là. Là, on a une vue absolument extraordinaire. Là. Franchement, c'est pas tous pour les rien. jours comme ça. Ouais. Ah, il y a le petit derrière. Là, il y a le petit, ouais. Je crois. Je crois aussi, je l'ai vu, ouais. Je crois qu'il y a un agneau. Tu vois la femelle qui est couchée? À proximité des femelles? Oui, il est couché derrière ce rocher. Voilà, hop, il se lève. Oh, trop fort. Donc là, tu as un agneau qui vient de naître. Hop, il part derrière. Voilà. Ben, super. Oh non, je l'ai aperçu. Voilà, c'est un agneau qui est né au mois d'avril, là. Donc qui est tout jeune, qui a quelques semaines. Ah, il y a un mâle là qui sort là. Tu le vois le mâle là? Toute la famille. Voilà, on a vu toute la famille. Mâle, femelle et jeune. Super. Hop, voilà, ils sont bons. C'est une espèce qui est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Et dans les années 50, on a eu des premiers lâchers de mouflons dans les Cévennes. 53, 23 mouflons ont été lâchés dans le secteur.
Actuellement, c'est autour de 400 individus. Alors maintenant, on est autour de 300, 400, ça varie, bon, parce que les comptages ne sont pas non plus des plus précis non plus. Hein. Donc on revient de loin, mais enfin, bon, la population est bien stabilisée. Stabilisée. Maintenant, c'est devenu un peu un emblème. Un emblème du, voilà, c'est un emblème. Secteur. Quoi. L'autre emblème du mont Aigoual n'a pas de cornes, mais plutôt des antennes. C'est l'observatoire météorologique qui culmine à 1567 mètres d'altitude. Le dernier observatoire météo habité de France et aussi le dernier de montagne à être en activité. Chaque jour ici, en plus d'effectuer les traditionnelles prévisions, une équipe de météorologues accueille les visiteurs de l'Aigoual pour transmettre son savoir. Ils sont 5 à travailler et à vivre là toute l'année. Aujourd'hui, c'est Eric qui a les clés de la maison. Salut Eric. Ah, salut Jean-Paul. Comment vas-tu? Impeccable. Et toi? Bah écoute, ça va avec ce beau temps. Ça va durer ou pas? Non, ça se dégrade bien. Là, t'as la grande perturbation qui approche là par l'ouest et qui va nous toucher à partir de demain soir, donc ça va pas être fameux. Allez, assez parlé de la pluie et du beau temps. Eric a réservé une surprise à Jean-Paul. Il l'amène là où aucun visiteur n'a jamais eu accès, dans les parties privatives de l'observatoire. Et donc là, on va monter à l'étage, c'est vraiment la partie privée, en fait, votre espace interne, c'est notre espace de vie, quoi. Et là, tu as le fameux Georges Fabre, donc celui grâce auquel le bâtiment existe. Qui était le forestier. Voilà. C'est lui qui, en 1880, lança le projet d'une station expérimentale de météorologie, ici, en haut du mont Aigoual. Là, on rentre dans l'espace de vie, premier étage, plein sud, les fleurs partout. Ah, c'est la cuisine? Et bien là, c'est la fameuse cuisine. Hein. Le point stratégique de voilà, l'observatoire. On se retrouve le soir. Été comme hiver, dans des conditions parfois très rudes à cause de l'altitude et des intempéries, la petite équipe de l'observatoire peut heureusement trouver un peu de réconfort dans cette cuisine collective où il fait bon se réunir. Et là, donc, c'est juste en dessous du toit, là, on a les archives. Ici. Plus de 130 ans d'histoire sont consignés et illustrés ici, de la construction de la station au premier relevé météo. Donc ça, tu vois, ce sont les premiers recueils de mesures. Enfin, celui-là, il date de 1922. Et les gardes forestiers marquaient tout sur ces recueils, c'est-à-dire la faune, la flore, ce qu'ils observaient, et puis tous les relevés météorologiques, la température, humidité, pression, tout ça, quoi. Cette bâtisse aux allures de forteresse a très peu changé depuis sa construction à la fin du 19e siècle. Bien que le confort moderne soit heureusement passé par là, la vie à l'observatoire n'en demeure pas moins rudimentaire. Alors là, tu as les chambres à l'est, ce sont les chambres les plus calmes. Parce que comme le vent dominant vient de l'ouest ou du nord-ouest... C'est pour les invités de marque. Voilà, en exactement. effet, 5 jours par semaine, nuit et jour, 2 équipes de météorologues se relaient à la station. Je suis arrivé ce midi, je vais remplacer. Voilà. Attention, les plafonds sont très bas. Hein. Voilà. Pour terminer le tour du propriétaire, voici le clou du spectacle, le toit-terrasse, ou plutôt la salle des machines comme on l'appelle ici. Bon, bah là, tu vois, c'est le parc à instruments, avec donc tous nos pluviomètres et puis l'abri météo qui est là-bas. Le pluviomètre, c'est ça? Là, tu as les 2 pluvios qu'on utilise pour les relever, ouais. Grâce à ces différents équipements, les météorologues de l'Aigoual peuvent réaliser mesures, prévisions et expérimentations. Donc le pluviomètre ici, je suppose qu'il a une activité un peu particulière parce qu'on sait ce que c'est les grosses précipitations. Là. Bah oui, on a souvent des épisodes cévenols ou des orages méditerranéens qui peuvent donner des cumuls de pluie très importants en un laps de temps très très court. C'est vraiment la spécificité des Cévennes, hein. C'est pour ça qu'on en parle relativement souvent. Ouais. En termes de record de pluviométrie, qu'est-ce qu'on a enregistré ici là? Alors le record sur le massif s'est produit à Valrogue, au pied de la montagne, le 28 septembre 1900, où il est tombé 950 litres d'eau par mètre carré en 10 heures. Quasiment 950 mm, c'est énorme. Hein. Et c'est équivalent aux précipitations qu'on a sous les cyclones tropicaux les plus forts. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais ne vous inquiétez pas, il peut faire aussi très beau à l'Aigoual. Alors si vous êtes de passage sur le massif,
n'hésitez pas à venir profiter de l'incroyable panorama qu'offre l'observatoire. Ici, lorsque le ciel est découvert, on peut apercevoir jusqu'à 13 départements. Donc là, on est vraiment sur un des coins les plus sympas pour observer le paysage de toute la région, hein, d'une grande partie du sud de la France quand même. Ah bah tu vois, presque le 5e du territoire. Hein. Bon là aujourd'hui on voit pas le Mont Blanc, mais vers le sud, là on voit très bien Montpellier, on voit le Pic Saint-Loup, la Sur la Sérane. Méditerranée. On voit bien la Méditerranée, les salins du Midi, la Grande Motte. On a quand même une vue vraiment exceptionnelle ici. Et toi, tu as la chance d'être là tous les jours et de profiter de. Ah bah c'est de sûr, tout c'est ça, un quoi. privilège de pouvoir vivre ça. On s'en lasse pas, hein. Même au bout de 25 ans d'Aigoual, on reste admiratif. Malgré une météo capricieuse et un climat parfois rude, l'Aigoual fait figure de modèle en termes de préservation du paysage et de respect de l'environnement, comme en attestent les hectares de terrasses cultivées, soutenues par des murs de pierre sèche, qui sculptent de manière tout à fait singulière ce territoire. Un modèle de production qui remonte au Moyen-Âge et qui permet de répondre durablement aux contraintes liées à l'altitude, au relief et au climat de la région. Allez, c'est parti. Allez, machin, viens, allez. Autrefois dédiées à l'agriculture fruitière et potagère, les terrasses Cévenol ont depuis quelques années retrouvé un second souffle grâce à une petite centaine de cultivateurs d'oignons, comme Jérôme Daumet, un jeune homme de 34 ans. On est dans un hameau, on est dans le hameau de Cabrier, ouais, c'est typique, c'est très très joli. Donc on est 3 familles à y vivre en l'année maintenant, du coup. Donc toi, c'est là que tu es venu, tu as fait le choix de venir t'installer. Voilà, j'ai fait vraiment le choix de venir vivre en Cévennes, vivre dans un milieu rural. Jérôme exploite environ 2 hectares de terre familiale vouée à la culture de l'oignon, et pas n'importe lequel. L'oignon doux des Cévennes, premier oignon en France à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée, puis protégée. Produit unique, issu d'une variété sélectionnée en Cévennes depuis des générations et cultivé de manière artisanale sur ses parcelles en terrasse. Une culture exigeante, délicate, presque entièrement faite à la main, comme le prouve l'étape du repiquage qui s'effectue chaque année, juste avant l'été. Donc Jean-Paul, toi, en tant que Cévenol, tu as déjà repiqué des oignons? Eh ben non, justement, j'ai jamais essayé. Eh ben, je te propose que je te fasse voir comment ça marche. Ah, je vais bien essayer. Hein, on y va? Okay. Cette étape consiste à enterrer manuellement de jeunes plants, issus des pépinières, pour leur permettre un meilleur épanouissement. Et en fait, le but, vas-y, mets-toi à côté de moi. Ouais. En fait, le but, c'est de poser tes oignons. Voilà. Donc nous, tu vois, on reste debout pour aller plus vite. Et il faut vraiment avoir un écartement de 8 cm à peu près. Tu vois, c'est très précis. Hein. Sans sortir la règle. Hein, sans sortir la règle. Donc tu fais ça à l'œil. Et en fait, pour aller vite, tu distribues tes oignons que tu vas avec ton doigt derrière. C'est le petit truc pour aller vite. Et voilà, moi j'en ai plus. Ah, t'en avais moins que moi, c'est pas possible. Ouais. Ah là, il n'y a que 7 cm, ça ira quand même. C'est vrai, ouais, ça ira. Du coup, ils vont rester couchés là ou ils vont finir non, par ils vont se se redresser, relever. Là, on va les arroser un petit peu. Là-bas, ils ont été déjà arrosés pour ce voilà, matin. En hein. fait, ce matin, on les a repiqués, on les a arrosés pour pas qu'ils souffrent trop de la chaleur. Ok. Aujourd'hui, les producteurs de la coopérative Origine Cévennes entretiennent au total plus de 2000 terrasses. Et chaque année, la totalité de leur production est écoulée. L'AOP, ça a vraiment donné de la force à cette culture. Ça et ça a peu, permis vraiment à des jeunes de rester vivre au pays et de cultiver cette terre qui leur est chère. Quoi. Et de valoriser à nouveau le secteur, les terres qui sont voilà, ici. Réouvrir des terrasses, ça c'est très important. Quoi. Et de valoriser ce terroir que nous avons. Quoi. Un terroir qui fait le bonheur des cultivateurs, mais aussi des restaurateurs de la région, comme François Serra, propriétaire d'une maison d'hôtes au pied du mont Aigoual. On va éplucher les oignons, hein? Un tablier? On va avoir les yeux qui pleurent alors. Ah, c'est la séquence émotion alors. L'oignon doux des Cévennes se distingue par sa couleur claire et nacrée. Sucré et juteux, il est très apprécié des fins gastronomes. Cet oignon doux des Cévennes, pour toi, quelle qualité il a par rapport à d'autres oignons qu'on peut Pour trouver moi, là? c'est le meilleur. Tu le gardes déjà toute l'année. Ouais. Puisque ceux-là ont été récoltés quand même l'année dernière au mois d'août. Voilà. Là, tu vois, ils commencent à peine à colorer. Ils sont bien translucides, donc on va le mouiller.
Tu vois, tu entends comment ça chante, ça déglace bien notre poêle. Ça sent bon surtout. La recette de François va marier 2 produits locaux, l'oignon doux des Cévennes et la pomme rainette du Vigan. C'est bon, je pense qu'on en a assez. À partir de ces 2 ingrédients produits dans ce secteur de l'Égual, il a inventé un plat simple mais goûteux, la tartelette garnie pomme, oignon et boudin noir. Four à 200, c'est parti pour 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, les 2 hommes peuvent passer à table. Allez, on va se goûter ça. Bon, mais je commence, hein. Alors? Délicieux. Validé alors. On peut continuer à en faire. Tu peux continuer à en faire. Et tu peux m'en préparer un petit panier pour la maison. C'est très très bon. Décidément, le terroir cévenol offre plein de belles surprises. Et avec le temps, nombreux sont les citadins en quête de dépaysement à venir s'installer dans cette belle région. Ce qui nous a fait craquer, c'est... Pourtant, il y avait encore de la neige, hein. Janvier, il y avait un petit peu de neige. C'est l'eau. Le bruit de l'eau, c'est merveilleux. Les gens souvent disent l'hiver, ça doit être triste. C'est jamais triste. Il y a toujours des sources qui coulent, des paysages magnifiques à toutes les saisons. C'est indescriptible, quoi. On est tombé amoureux, fou amoureux. Alors comme François, laissez-vous séduire et envoûter par ces paysages grandioses. Par ce mariage harmonieux entre l'eau et la roche. Comme par l'union parfaite des cités de caractère et des décors sauvages. Faire escale dans les Cévennes, c'est épouser un style de vie simple, authentique et surtout faire corps avec la nature.